Toutes ces explications, elles sont précieuses. On va continuer de parler de tout ça avec Vincent Crouzet, donc, que je présentais tout à l'heure et qui nous a rejoint. Également Violeta Moscalou. Bonjour, merci d'être là, maître de conférence, présidente fondatrice de Global Ukraine. Et Jean-François Boutor, bonjour, essayiste, spécialiste de la Russie. On va avoir besoin de vos lumières à tous. Alors bien, les Russes disent la chose suivante, attention, discuter de tout ça sans prendre en compte nos intérêts, c'est une erreur et ça ne mènera nulle part. Comment vous expliquez, Violeta Moscalou, cette contre-attaque diplomatique russe aujourd'hui? Ils ont réveillé de leur cauchemar de la journée de lundi, parce que quand le fait de voir la délégation ukrainienne-européenne à la Maison-Blanche lundi, en fait, pour eux c'était sûr, c'était absolument pas du tout comme ça qu'ils voyaient les choses qui devaient se poursuivre en fait après le sommet en Alaska. Il faut quand même se rendre compte qu'en laps de temps d'un week-end, il y a eu un recadrage en fait d'une certaine façon de la situation qui a été impulsée par l'alliance ukrainienne-européenne en fait, qui change complètement la donne. Donc c'est sûr que je me demandais quand est-ce qu'ils vont réagir. Et donc ils ont mis 48 heures d'abord à minimiser, presque pas en parler, pour dire que c'était vraiment pas intéressant. Ils ont méprisé aussi, ils ont moqué les propagandistes russes. La photo notamment où on voyait les 8 représentants de l'Union européenne avec Vladimir Zelensky dans le bureau ovale avec Donald Trump en fait. Et les Russes disaient oui, les Européens sont là à écouter comme des vassaux. Donc voilà, quelque part, pour nous, ça ne nous étonne pas, parce que quand eux, ils parlent des raisons profondes de cette guerre et qu'il faut tenir compte des raisons profondes de cette guerre, ils reviennent à leurs revendications à l'encontre de l'Ukraine et de l'Occident, de l'OTAN. Par contre, ce qui est rassurant maintenant, c'est de voir que dans le discours européen occidental maintenant, parce qu'il semblerait que Donald Trump intègre aussi, on perçoit une forme de lucidité et on n'a plus envie d'être dans le jeu de dupes et se faire balader, excusez-moi l'expression, par la Russie, qui, entre dire et faire, il y a un écart quand même très fort. Ils disent vouloir la paix, mais ils ne font pas la paix, en fait, parce qu'on voit bombarder et tout ça. Donc ça va dans cette logique-là où ils essayent de gagner du temps, sauf que Donald Trump, dans sa façon un peu businessman de faire, ou du vendredi à vendredi, il veut des résultats, il impose un tempo qui ne sera... À un moment donné, il y aura rupture. Et en fait, il y a forcément un affrontement qui va se passer. Un mot d'explication, quand vous dites de vendredi à vendredi, c'est parce que Donald Trump voulait une rencontre entre Poutine et Zelensky avant vendredi 22 août, donc le vendredi qui arrive. J'ai envie de renvoyer en fait ce paradoxe que tu soulignes, Vincent. À 2014, à l'annexion de la Crimée, les Russes, ils niaient que c'était les soldats russes en fait. Ils étaient les fameux petits hommes verts. Les petits hommes verts, voilà. Effectivement. Et Poutine disait qu'ils ont acheté leur uniforme dans les supermarchés du coin. Et là, quelque part, j'ai envie d'applaudir en fait à la rhétorique occidentale pour dire ok, on n'est pas dupes, on a été super cool, et on lui a donné toutes les chances en fait pendant toutes ces années. Je trouve que l'Occident nous aurons dû être beaucoup plus fermes en fait, parce que quelque part on nous le reproche en disant vous avez péché par la complicité passive, vous avez nourri le monstre, il aurait dû être arrêté en 2008 avec la Géorgie, avec la Crimée, avec toutes les autres guerres qu'il a faites, même en Tchétchénie et tout ça. Mais aujourd'hui j'ai envie d'applaudir parce que j'ai l'impression qu'on est sur un point de bascule où on prend le temps. Moi je pense que les leaders européens sont convaincus que Poutine ne viendra pas rencontrer Zelensky, mais pour eux, c'est un temps nécessaire pour que Donald Trump puisse aussi comprendre sérieusement qu'on le fait balader et ensuite qu'il impose le temps trilatéral en disant ok, moi maintenant je me retrouve médiateur et il faut quand même qu'on avance. Mais ce qui se joue en ce moment, c'est de montrer au monde entier qui veut et qui veut pas la paix. Parce que si les Russes disent qu'ils veulent la paix, honnêtement, il y a une seule personne qui peut arrêter la guerre en 5 minutes, c'est Poutine au Kremlin. Il donne l'ordre et la guerre s'arrête. Sauf qu'ils disent qu'ils veulent la paix et ils ne font pas le cessez-le-feu. Ils parlent d'accords de paix. Ça peut durer 5 ans, disons. Même dans l'histoire, il y a eu des accords de paix qui sont négociés pendant des décennies. Et donc, je pense que l'objectif ici, c'est de donner le temps à Donald Trump de maturer sur l'idée qu'en fait, on lui dit blanc et qu'on fait noir, en fait. Et c'est ce qu'ils ont toujours fait, les Russes. Et ça, c'est un moment très intéressant à observer, en fait. Alors ça, c'est intéressant ce que vous dites. Est-ce qu'il y a un changement de paradigme aujourd'hui, côté occidentaux, chez les Européens, chez les Américains? Est-ce qu'on a tous, collectivement, enfin compris qu'une négociation objective avec les Russes n'était pas possible et qu'il fallait donc tracer sa route, tracer son chemin pour essayer d'obtenir ce que pourrait être ce cessez-le-feu ou
est-ce qu'on est encore dans une optique traditionnelle de négociation, comme ce que l'on a eu depuis effectivement la Tchétchénie, la Géorgie, la Crimée en 2014 et le Donbass à cette même période. Là-dessus, on avait déjà eu des discussions sur les générations et la confrontation générationnelle. Et quand vous dites Trump et Poutine, ils sont encore mentalement à l'époque de la guerre froide, en fait. Oui. Et donc, les solutions ne viendront pas de ni de Moscou, ni de Washington. Par contre, en Europe, on a une génération des leaders, une nouvelle génération, en fait. Avec tout le respect pour tous les âges, c'est pas ça. Mais sauf que on est en temps de transformation. Merci, et de bouleversement. J'anticipe. Mais on est en temps de transformation parce que tous les changements technologiques, en fait, tout ça, ça vient bouleverser les institutions, les nôtres. Donc au XXIe siècle, on n'aura pas le copy-paste, je finis, du XXe siècle. Et en fait, ce sont ces nouveaux leaders qui apportent des nouveaux instruments. La coalition des volontaires, ça c'est quelque chose qui, de façon extrêmement intelligente, Emmanuel Macron a impulsé pour avoir aujourd'hui un instrument qui peut se permettre de parler de cet article 5, OTAN, mais sans que ce ne soit pas l'OTAN. Et Zelensky, en parallèle, quand il a compris qu'on est bloqué sur l'OTAN, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, il est parti par des chemins contournés pour signer des accords bilatéraux de sécurité et de défense avec la France, la Grande-Bretagne, le Canada et un certain nombre de pays, pour avoir aujourd'hui cette alliance européenne-occidentale, parce qu'il y a l'Australie aussi dedans, il y a le Japon, donc en fait la coalition de volontaires, c'est pas que les Européens. Et de facto, les annonces, dernière chose, que les Américains ont fait d'être là pour assurer la défense aérienne, un certain nombre de choses, les renseignements et tout, montrent que Donald Trump penche maintenant vers une alliance renforcée du côté des Européens, donc du côté de cette coalition ukrainienne-européenne. Et ça, tant que c'est pas lui qui paye, vous pouvez respirer. C'est exactement. Merci. Tant que c'est pas lui qui paye, effectivement. Mais Vincent Crouzet, est-ce que c'est là, parce que ça c'est vraiment un point intéressant. Merci. Qui mérite d'être traité. Est-ce que c'est la fin de la naïveté de notre côté ? Ah oui, mais ce serait bien que ce soit la fin de la naïveté aussi vis-à-vis des Américains et vis-à-vis de Trump. Qui a posé ça sur la table ? Poutine, en fait, parce que jusqu'à Anchorage, tout le monde... Non, oubliez le cessez-le-feu d'aller vers l'accord de paix, parce qu'ils sont dans une logique avec une temporalité, ils veulent gagner du temps, en fait. Et donc, en face, effectivement, il y a une agilité extraordinaire. Alors, justement, ça, c'est important, parce que la temporalité des uns et des autres, c'est aussi une arme diplomatique. On le voit ces derniers jours. Ce qui est certain, je le disais tout à l'heure, c'est que les Européens... Les Américains peut-être, mais en tout cas les Européens et les Ukrainiens veulent aller vite, le plus vite possible et capitaliser sur ce qui s'est passé à Washington ces dernières heures. Construit maintenant sur cette impulsion qui a été donnée il y a un an et demi par Emmanuel Macron. Oui, quand même. Je pense que ça, il faut le souligner, c'était un aspect quand même courageux et visionnaire d'être le seul en Europe, le dire et se faire attaquer de tous les côtés, et par l'opinion publique, les médias, les partenaires européens. Ils n'étaient pas prêts et j'ai trouvé ce temps vraiment un moment très très courageux. Et il faut, après, c'est très compliqué, effectivement, c'est construire des synergies, des alliances. Ça se fait pas comme ça en cliquant du doigt, en fait. Oui, j'ai une question pour Violetta, pour éclaircir un doute. On en est où, en fait, de la candidature de l'Ukraine pour entrer dans l'Union européenne et sur le processus d'élargissement ? Parce que l'Ukraine, évidemment, a posé sa candidature, elle a été étudiée. On en est où exactement sur l'agenda de l'Union européenne ? C'était 2030, avance. Normalement. 2030, oui, c'était l'objectif. Ça avance. Normalement, il devrait y avoir une ouverture des premiers chapitres, en fait, de ces négociations. Donc, il y a eu un temps d'arrêt, mais bon, je pense pas qu'on aura le temps de développer aujourd'hui, là, pendant l'été, parce qu'à cause des protestations qu'on a vues à Kiev, en fait, qui ont mis en difficulté le président Zelensky pendant une dizaine de jours, je pense qu'il y a eu des messages quand même de fermeté. Et ça, c'est intéressant aussi, que l'Europe ne dit pas alléluia à tout ce qui fait l'Ukraine, mais qu'on a passé des messages très clairs pour dire hors de question de sortir des réformes qui ont été enclenchées depuis la révolution Euromaïdan pour que l'Ukraine devienne un vrai état de droit et avec la corruption, c'est-à-dire la lutte contre la corruption, que ça avance dans le bon sens. Et Zelensky a bien entendu les messages et de sa jeunesse dans la rue et des partenaires. 4 jours, effectivement. J'aimerais qu'on revienne sur le cœur du sujet aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces, encore une fois. La France, la Grande-Bretagne, au total d'une dizaine de pays seraient prêts à participer à ces garanties de sécurité. C'est ce qu'affirme l'agence Bloomberg. Cette opération, est-ce qu'elle peut se faire, ça c'est une vraie question, dans le cadre de l'OTAN, ou est-ce que l'OTAN doit être tenue à l'écart d'une manière ou d'une autre, parce qu'on sait tous ici que l'OTAN, c'est un véritable chiffon rouge pour les Russes. C'est ça, je pense que
l'approche est très intelligente de dire non, c'est pas du tout dans le cadre de l'OTAN, c'est la coalition des volontaires qui fait ce travail qui a été impulsé, comme on l'a dit, il y a un certain temps maintenant, et que quelque part dissocier les deux pour éviter notamment les critiques adverses en fait qui nous viennent pour dire oui, mais c'est l'OTAN qui a forcé Poutine de commencer la guerre parce qu'il y a eu cet élargissement à la fin des années 90, sachant que c'est absolument faux en fait. C'est pas l'OTAN la raison profonde en fait de cette guerre sur laquelle Lavrov revient, mais c'est l'impérialisme russe. Ils n'ont jamais reconnu. C'est ce que disent les Russes, mais on sait que l'OTAN, voilà, ils ne veulent pas en entendre parler. On essaie de trouver des solutions là, pour l'instant. C'est très intelligent de contourner. Et puis on avait à un moment donné des discussions aussi sur le fait qu'il faut construire un pilier européen au sein de l'OTAN. Faisons-le. Mais alors du coup, est-ce que, pardonnez-moi, et je vous pose cette question parce qu'aujourd'hui il y a une réunion des chefs d'état-major de l'OTAN, donc c'est pour ça qu'on parle de tout cela. Est-ce que l'OTAN est le bon instrument pour préparer ces garanties de sécurité dans ce qui sera peut-être une trêve ou un cessez-le-feu? Les 300 milliards d'avoirs russes bloqués dans les banques occidentales, ça sera la prochaine étape à un moment donné sur la table. C'est hors de question. Pour l'instant, c'est pas. On voit qu'on est en train de débloquer. On voit qu'on est en train de débloquer énormément de choses en fait. On sort de statu quo, on sort des blocages, on sort des blocages qui étaient imposés par les institutions un peu sclérosées, excusez-moi. Et donc maintenant, je pense, je suis prête à parier que ça sera une des prochaines étapes de comment on va faire, parce que la reconstruction de l'Ukraine, qui va payer? On parle de 800 milliards. Là, c'est 100 milliards pour la guerre, mais derrière, admettons qu'il y a demain un accord de paix. Tout de suite, la question après, c'est. Vous êtes trop pressé, Violetta. On va d'abord parler de ces garanties de sécurité. La reconstruction n'est pas du tout. Jean-François Boutor. On peut être sceptique sur l'OTAN, néanmoins, c'est aussi un outil technique de collaboration, d'organisation, etc., qui a une histoire où les gens se connaissent, où les gens ont des habitudes, des pratiques, etc. Et donc, c'est un outil opérationnel. Poutine a accepté le scénario de il l'a dit. Mais il ne le fera pas. Moi, je suis prête à parier qu'il n'y aura pas de bilatéral avec Poutine et Zelensky. Moi, je parierais pas qu'il y en a une. Je pense qu'il faut aussi penser que ça pourrait arriver. Parce que si ça arrive, il faudra quand même savoir comment on fait. Vous avez vu ce que raconte Politico, c'est très intéressant. Lors de la rencontre entre Donald Trump, les Européens et Volodymyr Zelensky à New York, à Washington, on va y arriver, dites donc. On le sait, Donald Trump s'est isolé pour aller parler une quarantaine de minutes avec Vladimir Poutine. Et c'est à ce moment-là qu'il lui a proposé une rencontre tripartite, c'est-à-dire avec donc le président américain, le président ukrainien, le président russe. Le russe a dit à Donald Trump, pas besoin que vous soyez là, on peut se rencontrer tous les deux. Voilà, c'est ce qu'il aurait dit. Alors, c'est une information de Politico, évidemment. C'est une stratégie encore malicieuse pour gagner du temps, pour essayer. Après, ils ont dit tout de suite, en fait, ce qui s'est dit entre les deux présidents, on ne met pas un doute, parce que si Donald Trump, après, a annoncé qu'il y aura cette rencontre bilatérale et puis trilatérale plus tard, c'est faux, mais ça a été contredit tout de suite par les conseillers de Poutine, Ushakov notamment, qui a dit nous sommes en train de réfléchir comment rehausser le niveau des délégations qui vont faire les négociations. Rehausser le niveau de délégation, ça ne veut pas dire envoyer Vladimir Poutine. Passer des conseillers au ministère, conseillers stratégiques, après niveau ministériel, et puis peut-être un jour au niveau du président. Donc en fait, effectivement, il a laissé entendre Donald Trump, et le monde pense qu'il veut rencontrer Zelensky, sauf que dans les faits, de facto, il ne le rencontrera pas en face à face, en fait, parce que pour lui, c'est la moitié de son narratif pour sa propre population est construite sur le fait que Zelensky n'est pas légitime, en fait. Donc il ne va pas. Moi, j'attends l'épisode d'après, en fait, pour dire comment il va oser dire non à Donald Trump quand Trump va peut-être forcer un peu pour dire bon, maintenant on se rencontre à 3 en fait, et oser dire non à Donald Trump. Là, ça va être le moment, peut-être un autre moment de bascule où on mettra un équilibre qui veut et qui veut pas la paix, parce que tu nous fais balader, tu nous dis que tu es prêt à rencontrer, et si tu refuses, ça va être intéressant. C'est toute la stratégie de Zelensky. Après, pour Poutine, il y a aussi peut-être une position viriliste. Je monte sur le ring de boxe en tête-à-tête Pour Poutine. Pour Poutine. Je monte sur le ring en tête-à-tête avec Zelensky. Je pense qu'il surestime son pouvoir de persuasion et de pression sur les chefs, sur ses homologues. On a tous en mémoire l'affaire de 2007 avec la sortie du président Sarkozy d'un entretien en tête-à-tête avec Poutine, où il avait été sonné vraisemblablement par les arguments et par l'attitude de Poutine à son égard. Mais effectivement, comme disait Violetta, il n'y aura pas de tête-à-tête je suis prête à parier, huis clos. On se reverra peut-être sur les plateaux, mais s'il y a une rencontre en bilatéral avant Noël, là alors... avant Noël, carrément. Mais elle ne se passera pas avant fin août, et je pense qu'après, Trump passera de vendredi en vendredi. J'aimerais qu'on s'intéresse, si vous le voulez bien, mesdames et messieurs, rapidement, elle n'a pas lieu du tout, ça c'est sûr. À la formidable confiance en soi affichée par Donald Trump ces derniers jours sur sa capacité à obtenir justement des résultats, notamment des résultats avec Vladimir Poutine. Écoutez.
Je peux appeler Poutine et, oui, je pense, organiser une réunion trilatérale, vous voyez. Je pense qu'il veut conclure un accord. Je pense qu'il veut conclure un accord pour moi. L'affrontement, il est inévitable. À quelle récurrence? Mais c'est un grand manipulateur. 2 semaines, 2 mois, 6 mois. Donc, à voir quelle est la patience. Moi, je parierais, en l'espace d'un mois, Trump n'attendra pas plus parce qu'il va faire des conclusions. À la décharge de Donald Trump, je voulais aussi revenir sur un point. J'attendais l'émission avant de rentrer en plateau sur une formidable ironie de l'histoire. Les Ukrainiens sont quand même maintenant en train de se poser la question par rapport au rôle que les présidents démocrates et républicains ont joué dans l'histoire de l'Ukraine. Bill Clinton qui a fait une déclaration il y a récemment qu'il regrette énormément d'avoir fait pression sur les Ukrainiens pour qu'ils renoncent à l'arme nucléaire en 1994. Et je me suis posé la question, ça doit être compliqué quand même de porter cette responsabilité sur tes épaules quand tu vois ce qui se passe. Ensuite, derrière, Barack Obama n'a pas empêché l'annexion de la Crimée. Joe Biden n'a pas fait suffisamment pour empêcher l'invasion totale en fait, de l'Ukraine en 2022. Et si Trump arrive en 2025 à faire quelque chose qui aille dans le sens que le conflit, la guerre, qu'il y ait des issues de sortie de la guerre, mais alors, alléluia, tous les Ukrainiens vont voter, et pas que les Ukrainiens, pour qu'il ait son Nobel de la paix. Mais je me suis dit, sacrée ironie de l'histoire quand même, de voir Donald Trump, qu'on a tous été, souvent j'ai péché aussi à critiquer, parce qu'on n'aime pas son côté des fois versatile, lunatique et tout, mais comme vous dites, il est quand même extrêmement rationnel dans sa rationalité. S'il arrive à convertir ce temps de bascule quand même dans un rapport de force, c'est sûr que... C'est une conversion à laquelle on est en train d'assister là. Conversion de quoi? Vers de l'admiration de Donald Trump, alors que vous aviez été si critique à son égard. Attendez, je me dis que c'est une ironie d'histoire. Une ironie d'histoire, et on ne s'y attendait pas, et comme quoi, il y a quand même une responsabilité occidentale très forte, notamment de la part de ces différents présidents démocrates. Je pense que si on regarde avec nos lunettes occidentales, européennes, françaises, surtout, laïques, c'est sûr que ça nous surprend énormément. Bon, après, lui, il est super fort, il parle d'abord à son électorat. Dieu aux États-Unis, c'est pas n'importe quoi. On prête serment sur la Bible quand on est président, Dieu est sur n'importe quel billet de banque, enfin je veux dire, tout ça c'est sérieux quoi. Il parle à son électorat, c'est sûr, et puis quelque part ça reflète aussi, c'est lui quand même qui très souvent, honnêtement, si on les met un à côté de l'autre, et Poutine et Donald Trump, ils ont quand même des logiques assez prédatrices dans leur façon, dans leurs attitudes par rapport au monde. Trump il voulait Groenland, le Canada, il voulait tout un tas de trucs, donc, et on pourrait se dire, ils sont pas si différents que ça, sauf ce côté quand même sensibilité à l'aspect humain. Il parle quand même souvent de ces milliers de vies humaines qui sont détruites par la guerre et qu'il faudrait que ça s'arrête en fait. Sa première dame en fait, Melania Trump, qui envoie ce courrier quand même pour prier Poutine rend ses enfants kidnappés ukrainiens parce qu'ils ont droit aussi à une enfance heureuse entourée de leur amour et tout. Donc il y a quand même un côté humain, il y a de l'humanité qui est totalement absente de l'autre côté. Vu notre scène, comment il a répondu à ce soldat ukrainien qui lui a transmis le club de golf. Un club de golf, oui, voilà. Et c'était tellement touchant. On a les images, on va le voir peut-être. Si vous les avez, mais j'ai trouvé que dans l'improvisation, parce que bon, c'était une réponse comme ça du tac au tac, mais il a eu des mots quand même très forts et percutants pour ces dizaines, centaines de milliers de soldats, des vétérans ukrainiens blessés. Ça, c'est le profil du pervers narcissique. Il sait parfaitement quoi dire et être très ému pour ensuite... Vous reprenez aussi le concept de pervers narcissique. Ah ben oui, et dans tous ces développement. Et évidemment, cette séquence de Washington, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour convaincre Donald Trump de continuer à se battre pour l'Ukraine? Je pense qu'on pourrait ne rien faire. Poutine, il va faire, parce qu'il va refuser et va renoncer les propositions de Trump, et ça va finir par être perçu comme une humiliation. Dès qu'il perçoit qu'il perd le contrôle, qu'il perd la main, Donald Trump, et s'il voit que Vladimir ne va pas dans le bon sens, le retour de bâton peut être extrêmement rapide et virulent. Alors, moi je regarde tout ce qui a été fait par les États-Unis, par Trump depuis depuis qu'il a prêté serment en janvier dernier, c'est-à-dire rien. Les choses ont empiré, il n'y a jamais eu autant de bombardements sur l'Ukraine, donc on peut faire sans lui, et ce serait mieux de faire sans lui d'ailleurs. Mais on ne peut pas faire complètement sans lui, on a quand même besoin de cet armement pour les 100 milliards de dollars. La seule chose dont nous manquons, nous Européens, sont des moyens antiaériens type Patriot. Voilà.
Sinon, pour le reste, nous sommes capables de suppléer à l'absence américaine. Les Américains fournissent quand même encore 30% de l'armement utilisé en Ukraine. Est-ce qu'on a, nous, la capacité aujourd'hui de compenser avec les Ukrainiens D'ailleurs, les Ukrainiens eux-mêmes sont capables de... Si je peux répondre à votre question tout à l'heure. Juste, je termine. Vincent, Zelensky a annoncé que fin 2025, les Ukrainiens seraient capables de fournir 60% de l'armement dont ils ont besoin. Mais le choix, il faut qu'ils restent dans cette alliance renforcée ukrainienne-européenne. Jean-François, pardon. Je pense que si on veut garder Trump, ou convaincre Trump qu'il faut qu'il reste de ce côté-là, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est être de plus en plus fort. C'est-à-dire qu'il faut être fort face à Poutine et il faut être fort face à Trump. C'est deux animaux politiques et diplomatiques qui ne comprennent que la force. Ils ne respectent que la force. Donc, plus nous serons forts, plus nous organiserons notre puissance, plus on transformera l'espace européen comme un espace de doux commerce en un espace de puissance, plus on sera respecté et plus Trump nous suivra. 300% raison. Donald Trump, dans sa façon de faire, il s'oriente vers le rapport de force et il soutient le plus fort. Il pensait jusqu'à Washington que les plus forts c'était les Russes et que les Ukrainiens ne pouvaient pas l'emporter, sauf que la bascule qui a été faite par cette délégation ukrainienne européenne à Washington a fini par lui montrer, et sur le terrain, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de communication où les Russes avancent la progression, la percée dans la région de Pokrovsk et tout ça c'était finalement un flop parce que les Ukrainiens ont repris la main très très rapidement, sauf que quand on a eu la photo où Zelensky présentait à Trump devant la carte en fait les progrès et tout ça, un point très important, entre novembre 2022 et août 2025, donc presque 3 ans, les Russes ont gagné 1% de territoire en plus en fait. 843 km. Voilà, et ça veut dire que c'est pas si spectaculaire que ça, et selon des rapports des renseignements britanniques, on considère qu'il faudrait aux Russes 4 ans et demi pour occuper... Oui, mais ça, ces calculs-là, ils fonctionnent pas beaucoup parce que, évidemment, on prend comme base pour ces calculs les avancées de ces derniers mois, et rien ne dit dans une guerre qu'un front ne s'effondre pas, ne se brèche pas, etc. Donc ça, c'est... J'entends toujours ces calculs-là, mais quand on en parle avec les militaires, tout le monde rigole. Mais au même rythme, pour l'instant, ils sont là avec vous avez raison. actions. Pour l'instant, les Ukrainiens résistent et les Russes butent. Le rapport de force, je pense que Trump est sorti après le sommet de Washington, considérant que le rapport de force peut être du côté ukrainien ou européen, avec cette coalition des volontaires, s'ils ont été capables de parler, de dire on viendra t'acheter tout ce dont on a besoin, mais on se débrouillera pour payer. Je pense qu'une prochaine étape après ça sera, c'est avoir 300 milliards d'avoirs russes gelés, parce que à un moment donné, il faudra qu'il y ait des questions aussi de quelle récompense, comment on va payer la reconstruction et tout. Et à ce moment-là, s'il a vu la bascule du rapport de force dans l'autre sens, en fait, sur le côté ukrainien et européen, avec cette coalition de volontaires où il y a l'Australie, le Japon, le Canada, on n'est pas que l'Europe face. Ça, c'est un argument qui fait qu'il a annoncé déjà qu'ils feront partie. Sans envoyer les troupes au sol, mais ils seront pas. Une chose significative, les fameuses avancées dont on pense qu'il n'y a que quelques dizaines de personnes. Les estimations qui ont été faites maintenant par les observateurs sérieux, c'est que les Russes, pour mener cette opération, qui a été préparée de longs mois à l'avance, ils ont engagé 6 à 10 000 hommes. Et donc, c'est un flop à 6 à 10 000 hommes. C'est ça. Juste la semaine qui précédait Alaska. Pour eux, c'était calculé. Ils avaient besoin de cette percée communication. C'est ça qui veut dire que c'est pas impossible de les arrêter, parce que il faut quand même avoir ça en tête. Ils sont arrêtés. Pour revenir aux Européens, finalement, Trump, en bon docteur Frankenstein, a créé une créature, la force de défense européenne, en imposant donc les 5% au sein de l'OTAN, qui doit lui échapper. Cette créature doit lui échapper et va lui échapper et va jouer contre lui. Je crois que c'est à Washington, il s'est encore paré du pan en disant « Regardez, vous êtes fort maintenant grâce à moi, puisque c'est moi qui vous ai imposé donc, le principe des 5% du PIB. » Mais il n'a pas tort, en fait. Mais il n'a pas tort. Mais ça va lui échapper. On va finir par le remercier, Donald Trump. Merci Donald Trump de nous aider à être plus forts. Merci à vous d'être venu sur ce plateau et pour ce débat enflammé grâce à Donald Trump notamment.